Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. Nous y sommes, 9h35. C'est le moment de se poser clairement sur un thème. Et celui-ci, il est plus que chaud. Le wokisme. Alors, en 2025, stop ou encore? C'est devenu un enjeu politique conséquent. Nous en parlons avec Xavier Laurent Salvador, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord. Alors, dans un premier temps, bonjour Xavier Laurent Salvador. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Vous avez, fut un temps, écrit le petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke. C'était aux éditions du Cerf. Et là, apparaître face à l'obscurantisme woke que vous avez coécrit avec Emmanuel Hénin, Pierre Vermeuren, et édité aux presses universitaires de France. Je voudrais quand même rappeler que le terme woke est entré dans le dictionnaire. Alors ça dit des États-Unis à la France, une généalogie se dessine pour ce concept. Selon la définition du petit Robert de la langue française, wokisme non masculin de woke anglicisme, courant de pensée d'origine américaine qui dénonce les injustices et discriminations. Ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif dans le discours, vous avez parfaitement raison. Simplement, aujourd'hui, on assiste à une espèce de subversion du concept, puisque à partir du moment, vous savez, c'est cette idée qu'à partir du moment où vous vous accaparez une idée, que vous la jugez, que vous la qualifiez, c'est un peu comme la laïcité lorsqu'elle est positive, ça n'est plus la même laïcité. Il en va un peu de même avec les discriminations lorsqu'elles deviennent en réalité une façon de penser ou de lire le monde, une grille morale du monde qui se pose comme une espèce de concept politique, vindicatif et militant. On est tous contre les discriminations, mais aujourd'hui, on ne peut pas justifier le racisme par une forme de positivisme nouveau qui serait de dire qu'il y avait autrefois de méchants racistes et aujourd'hui de gentils racistes qui luttent contre les discriminations en pensant les races, ou autrefois de méchants misogynes et aujourd'hui de gentils misogynes qui pensent les sectes différemment. Ouais. Donc, si vous voulez, on a un problème aujourd'hui de définition. C'est une subversion en réalité que vous décrivez là, et c'est ce sur quoi nous luttons et que nous dénonçons. Mais ça ressemble quand même à une bonne idée, parce que le principe de départ, dénoncer les injustices et les discriminations, c'est comme j'aime l'amour et j'aime pas la haine, quoi. Oui, tout à fait d'accord. On est bien d'accord. C'est l'utilisation. Donc au départ, une bonne idée, après, ça part mal. Alors, prenons toutes les déclinaisons. Notamment, c'est un courant de mode dans les entreprises. Pour se refaire, alors une espèce de virginité sociale ou de genre, je ne sais pas, mais ça ne recoupe pas toujours beaucoup de cohérence. Les entreprises font de la communication interne à outrance là-dessus. C'est ce qu'on appelle les chartes DEI, diversité, équité, inclusion, qui aujourd'hui l'emportent un peu sur les manières de normaliser les rapports sociaux au sein de l'entreprise. En réalité, ces DEI deviennent des manifestations de vertu, des protestations de vertu et de vertu morale, mais qui emmènent quand même l'entreprise sur des terrains qu'elle commence à ne plus maîtriser. Vous connaissez le nouvel aphorisme qui a surgi aux États-Unis depuis quelque temps: Go woke, go broke. Soyez woke, soyez ruinés. Ce dont témoigne d'ailleurs aujourd'hui la pub Jaguar, par exemple, qui lui a coûté une fortune lorsqu'elle a voulu changer de politique DEI et s'afficher comme étant woke. Ce qu'on voit encore aujourd'hui dans le cinéma français, quand l'entreprise commerciale, quand le capitalisme ne veut être qu'une protestation de morale et de vertu. Ouais. En réalité, on peut être contre les discriminations et ne pas être woke. On peut être humaniste et de droite, on peut être humaniste et de gauche, et on ne peut pas résumer toute pensée politique à une simple pensée morale qui serait, comme vous l'avez dit, nous voulons être gentils, nous voulons être vertueux. C'est un mensonge. Aujourd'hui, certaines entreprises ont peur par rapport au wokisme. Il y a des membres du personnel qui sont très pointilleux sur ces phénomènes-là. C'est devenu un peu la chasse aux sorcières. Quelqu'un qui va sortir une blague de garçon de bain où dedans il y a sexe et fesses, ça peut être terrible et rédhibitoire pour lui. On en est là. On en est là, mais ça c'est sans doute un des aspects positifs, je dirais, du progressisme social. Je pense qu'on peut pas non plus... Enfin, il faut faire attention, tout n'est pas woke, au sens où, si on se met d'accord aujourd'hui pour dire que le wokisme est devenu un qualificatif négatif, il ne faut pas aller dans une espèce de marche arrière qui consisterait à revenir justement sur toutes les dénonciations politiques dont nous avons besoin. Ouais, je distingue le fait, par exemple, de lutter contre les obscénités ou de lutter contre les comportements misogynes, agressifs ou racistes, et je pense être profondément antiraciste et anti-misogyne. Pourtant, je conteste au wokisme, si vous voulez, le fait d'être les seuls à être les anti-racistes ou les anti-misogynes. Donc dans ce que vous décrivez aujourd'hui... Oui, mais il y a quand même une espèce de chasse aux sorcières. C'est parce que c'est une morale. Si vous voulez, je veux revenir sur cette idée, c'est que le wokisme est souvent décrit comme une idéologie politique, mais demandez-vous, autrefois, pour être marxiste,
ou pour être maoïste, il fallait avoir lu Marx ou Mao. Aujourd'hui, pour être woke, que faut-il avoir lu? Je vous pose la question. Rien, il suffit de bien penser. Or, cette idée de penser juste, c'est la qualification. Elle est relative. Elle est relative. Elle est culturelle. Elle est culturelle. Elle est générationnelle aussi peut-être. Absolument. Et surtout, elle est morale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas politique, elle est morale. Donc la morale, c'est facile, c'est la foi du charbonnier. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les bons, les pas bons, il y a les récompensés, les pas récompensés, les dominants, les dominés. Donc, ce que vous décrivez là, c'est une notion de morale, c'est une idéologie. On ne fait pas de la politique avec simplement de la morale. On ne peut pas avancer qu'avec de bons sentiments. Car vous savez très bien qu'aujourd'hui, on ne gère pas la France avec des bons sentiments, on ne gère pas l'Europe qu'avec des bons sentiments. Ouais. Or, le problème de ce que vous décrivez, c'est qu'il y a une tendance politique à vouloir n'être que du bon sentiment et que de la morale. Dans l'entreprise, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Des protestations de morale et de vertu qui se font au détriment de la politique, de l'économie et de la vraie sociabilité. Alors que le principe de base, c'est de prendre en considération déjà la bonne foi ou la mauvaise foi de celui qui est l'auteur éventuellement de certains propos qui peuvent déranger. Mais en tout cas, il y a aussi cette analyse. Il y a cette analyse qu'il faut évidemment porter, la bonne foi sans doute, mais cette bonne foi-là, si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est exactement quand un woke vous dit c'est mon ressenti, tu dois me prendre tel que je suis. J'ai envie de vous dire de l'autre, le symétrique de ce comportement, c'est pareil. Ouais. J'ai fait une connerie, tu dois me prendre tel que je suis. En réalité, il y a dans l'humanisme commun, dans l'universalisme, un ensemble de comportements à valoriser, d'attitudes politiques et morales, et elles ne peuvent pas se résumer, si vous voulez, au simple fait d'être anti-dominant. Bon, concernant le wokisme, je vous le rappelle, auditeurs de Sud Radio, vous n'hésitez pas, vous pouvez répondre, réagir au 0826 300 300. Xavier Laurent Salvador, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord, est avec nous. D'ailleurs, on reproche souvent aux universitaires d'être très wokistes. Vous, c'est le contraire, quoi. Alors, moi, je préside une association d'universitaires qui s'appelle l'Observatoire d'éthique universitaire, ex-observatoire du décolonialisme, qui est sans doute le plus grand mouvement universitaire regroupé contre ce que nous appelions le décolonialisme et qui aujourd'hui s'incarne dans le wokisme, absolument. Et nous sommes nombreux. Vous citiez Pierre Vermeyren, Emmanuel Hénin, Nathalie Hennig, Pierre-André Taguieff, et j'en passe d'autres et des meilleurs qui se sont aventurés avec nous dans ce combat pour décrire ce qui se passe dans l'université aujourd'hui. Alors, vous faites sans doute partie de ces gens qui voient finalement une menace pour la civilisation et pour nos valeurs. Mais les minorités en question dont on parle sont d'abord des cibles de la violence, il faut le rappeler. Donc, heureux ce courant qui a pu quand même sortir certains de cette souffrance anonyme. Vous avez sans doute raison, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que ce qui a sauvé les minorités, sans doute, c'est l'universalisme. C'est de voir dans les gens, non pas ce qu'ils ont de mineur ou de différent, mais c'est de les accepter dans ce qu'ils ont de ressemblant avec nous, dans notre humanité. C'est ça l'humanisme, c'est de mettre l'humain au cœur du système, et l'universalisme, c'est refuser de penser la différence. Homme, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis, écrivait Saint-Exupéry. C'est bien ça dont on parle. Aujourd'hui, à vouloir ségréguer de manière positive pour bien penser les différences qui font que des gens souffrent, on en arrive à cataloguer et étiqueter les gens de manière extrêmement cruelle. La France a évité l'apartheid et la ségrégation de bien des façons dans son histoire, justement parce qu'elle était universaliste et républicaine. Vous voyez, il faut en revenir à cette idée-là. Les Lumières, la République française dans ce qu'elle avait, dans ses travers sans doute de générosité et dans ses excès, mais elle était universaliste, elle ne pensait pas la différence. Enfin, voilà. Autre exemple concret, le féminisme. Est-ce qu'un féministe est forcément wokiste alors? Bien sûr que non. Et j'en arrive même à cette idée que le néo-féminisme... Alors à partir de quand il le devient et à partir de quand il ne l'est pas encore? Lorsqu'on abandonne la quête de l'universel dans la pensée de l'égalité, lorsqu'on abandonne l'idée qu'une femme vaut un homme, point barre, parce qu'on est universaliste et qu'on ne pense pas la différence, on rentre dans un néo-féminisme qui devient une pure pensée de la différence. Qui est plus femme que femme? Quels sont les degrés de féminité? Qui a le droit d'être une femme ou n'a pas le droit d'être une femme? C'est toute la politique, par exemple, de la transidentité. Aujourd'hui, un homme a le droit d'être une femme. Jusqu'à quand? Quel est le degré ou la limite? Comment différencie-t-on ces seuils de féminité? Et vous voyez bien qu'en rentrant dans cette pensée de la ségrégation, d'un apartheid de genre, de sexe ou de race, on en revient à réhabiliter, en réalité,
la pensée d'un antiféminisme. Donc c'est très simple. Ouais. Si on abandonne la quête de l'universel, on bascule dans l'antiféminisme. Sur le genre, on va y revenir parce que ça va être notre deuxième partie tout de suite après la pause. Mais je reviens sur le féminisme. Est-ce que finalement, le féministe qui dit la femme est l'égale de l'homme, ce n'est pas du wokisme, mais celui qui dit dans un conflit entre un homme et une femme, la victime est forcément la femme et le coupable forcément l'homme, ça c'est du wokisme ? Oui, dans ce que vous venez de dire, absolument, parce que à partir du moment où vous n'envisagez les rapports sociaux que sous l'angle de la domination déterminante, vous rentrez dans une pensée ségrégante. Et donc il faut faire absolument à ça. C'est là que ça se passe en réalité. Si vous réinterprétez tous les courants de pensée anti-majoritaire, en partant du principe que la majorité est oppressive et dominante, et donc que l'homme, le patriarcat blanc, est oppressif par rapport à la femme, etc., vous rentrez dans un courant de pensée qui vous amène à critiquer la majorité et à ne réhabiliter que des minorités. Je vous rappelle quand même, et j'attire l'attention de vos auditeurs, sur le fait que la démocratie, comme idéal politique, est fondée sur la reconnaissance de l'opinion majoritaire. Eh oui. C'est bien le débat en ce moment. D'ailleurs, c'est bien le problème. Bon, dans un instant, nous partirons aux États-Unis. Enfin, nous évoquerons les États-Unis. N'imaginez pas que nous partons. Hein. On reste bien là avec Xavier Laurent Salvador. Mais c'est vrai, ce qui se passe notamment autour d'Elon Musk, de Donald Trump, sur la question du wokisme est très intéressante. Nous en parlons avec notre invité. Puis vous aussi, vous n'hésitez pas. À 9h46 sur Sud Radio, vous pouvez appeler au 0826 300 300 pour donner votre ressenti sur ce wokisme. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. Le wokisme, on le rappelle, le wok regroupe le communautarisme, le développement parallèle de société. Il y a aussi tout un côté communication et phénomène de mode. Tout ça est arrivé en France, comme toutes ces modes d'outre-Atlantique. Mais il ne s'agit pas seulement d'un problème intellectuel, c'est passé complètement dans la rue. Aussi, nous en parlons avec un éminent spécialiste, Xavier Laurent Salvador, maître de conférence à l'Université Sorbonne de Paris, et vous sortez dans quelques jours un ouvrage face à l'obscurantisme woke. Vous l'avez coécrit avec Emmanuel Hénin et Pierre Vermeuren. Alors c'est important, on le disait en première partie, cher Xavier Laurent Salvador, souvent les universitaires, on vous taxe de wokisme. Là, vous prenez le contre-pied. Partons aux États-Unis. C'est de là où tout a commencé finalement. Sur X, Elon Musk exhorte ses abonnés à cesser de faire des dons à la Wikipedia Foundation qui gère Wikipédia, après avoir découvert que l'organisation a dédié plus de 50 millions de dollars à la diversité et à l'inclusion. Elon Musk, il est à fond contre le wokisme, là. Ah oui, on peut tomber d'accord là-dessus. Oui, je pense que Trump et Musk sont à fond contre le wokisme. C'est pas les seuls en ce moment. Je ne sais pas si la question vous intéresse, mais aujourd'hui, vous assistez à un grand mouvement qui est en train de se propager, qui commence, disons, de la Hongrie jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Argentine. Vous avez la candidature de Plask au Chili aujourd'hui. Donc Javier Milei, Viktor Orban, etc. Voilà, Plask au Chili qui est candidat, puis la Pologne qui rejoint le mouvement aujourd'hui. Vous assistez à une montée d'une pensée civilisationnelle anti-woke. Je vous rappelle que Milei a quand même un jeune ministre, Nawel, qui a 39 ans, qui est ministre de la civilisation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a dans cet Occident postmoderniste l'émergence d'un grand courant dont Trump et Musk seront évidemment à la tête. Oui, mais là encore, on vient de parler avec vous en première partie des dérives du wokisme. Est-ce que ces courants qui sont très populistes et qui vont un peu, même beaucoup dans l'extrême, est-ce le moyen de combattre par l'extrême un autre extrême ? Je ne dis pas ça, je ne le pense pas. Je crois malheureusement qu'un extrême d'un côté, si vous voulez, le wokisme est une culture, est une morale du tout culture. Je peux être ce que je veux parce que ma culture décide de ce que je suis. Bon, c'est un extrémisme qui ne tient pas la route en réalité. Évidemment, cet extrémisme est allé très loin et il va entraîner un contre-coup qu'on voit se dessiner aujourd'hui. Maintenant, moi, je ne suis qu'un observateur, un descripteur de ces phénomènes-là. Je ne les comprends qu'un peu parce qu'on a beaucoup de retours sur ces choses-là. Mais je pense qu'effectivement, un extrême entraînera un autre extrême. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, cette déclaration
déclaration, cette mesure suscitée par Elon Musk sur X, donc son réseau social, vient à un moment où on a appris qu'il avait un de ses enfants qui était transgenre, et en fait il ne reconnaît plus son enfant. Derrière tout cela, et c'est un peu la problématique de la société américaine, d'ailleurs Donald Trump l'a dit, stopper le délire transgenre. Donc on a parlé tout à l'heure du féminisme, on a parlé du racisme, l'identité sexuelle. Le wokisme, il sert quand même à dire attention, des gens sont mal dans leur corps et ils ont peut-être besoin de passer à autre chose dans leur vie. Au départ, c'est une idée respectable. Vous avez sans doute raison. Alors pour reparler de Musk, mais enfin Musk c'est quand même celui qui appelle son enfant X2954 et qui ensuite voilà. Mais il y avait... oui, c'est odieux son comportement. Voilà, il y a eu beaucoup de choses à dire, mais dans ce que vous décrivez, il y avait quand même d'autres disciplines avant la morale woke qui s'intéressaient scientifiquement au mal-être de l'enfant. Enfin, on a vu émerger la psychanalyse, on a vu émerger la psychologie, on a lu Jung, on a lu Freud, et j'en passe. Donc en réalité, si vous voulez, ce que vous dites, et vous avez raison d'alerter sur le mal-être de certains. Maintenant, accepter l'idée, par exemple, alors d'abord rappelons quand même à nos auditeurs que la transidentité, ça n'est pas la transition chirurgicale, c'est simplement une forme de réalignement de l'identité ressentie avec l'identité de corps, etc. Donc c'est quelque chose qui est éminemment dans le discours, et on pourra dire deux mots de ces choses-là si vous voulez, mais on est sur quelque chose qui au contraire est une négation de la souffrance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez l'idée dans une société comme la nôtre au XXe siècle, qu'un enfant peut être né dans le mauvais corps, enfin, imaginez-vous du traumatisme du point de vue de la séparation du corps et de l'âme. Enfin, c'est des choses qui ont été résolues par le christianisme depuis 1400 ans. Voilà. Et puis on remonte à Socrate. C'est l'essence même de la philosophie, la séparation du corps et de l'âme. Oui, enfin, ça se discute. C'est-à-dire Socrate acceptait de mourir pour cela. Peut-être, mais le christianisme a toujours dit que les deux sont unis, par exemple, et qu'on avait résolu ça en disant les deux sont unis. Admettre que l'âme naît dans un mauvais corps, c'est quelque chose qui emmène un enfant de 6 ans ou 8 ans très très loin. Alors je ne sais pas si on l'emmène vers moins de souffrance. C'est peut-être la question de l'âge, mais quand on a 25 ans. Et alors, est-ce qu'on n'emmène pas les gens vers plus de souffrance en les entretenant dans une illusion qui est quand même bien pire que l'opium du peuple dont parlait Marx? C'est-à-dire qu'on est dans des théories du discours quand on rentre dans ces choses-là, et je ne suis pas sûr que la psychanalyse aujourd'hui, vous avez un excellent article de J.K. Rowling là, qui est paru justement hier sur cette question-là, qui est lumineux. On emmène les gens par les mots vers plus de souffrance, on ne les réaligne en rien du tout. Donc il faut faire très attention à ça. Donc oui, il y a de la souffrance, il ne faut pas la nier. Maintenant, il est faux de dire que cette souffrance est, disons, létale à 100% et qu'elle ne peut se soigner que par la transformation de la société. Sachant qu'il y a aussi la singularité de la personnalité. Vous êtes Xavier Laurent Salvador, je suis moi, John Rakotozafi est lui-même, notre réalisateur, ici dans le studio. Donc chacun a sa problématique et sa vision des choses. Alors, donc effectivement, l'objectif de notre rencontre n'est pas de juger finalement le principe du transgenre. En revanche, de juger la particularité de ce mouvement wokiste et qui s'attaque aux injustices dites discrètes qui existent au sein de notre société. Et elles se manifestent par de petites discriminations qui créent un sentiment de racisme ou de sexisme. Le problème, c'est que cette minorité, ce petit problème, puisqu'il est montré, devient une espèce de globalité, de généralité. Ça, on ne le maîtrise pas. Ça, c'est la problématique du wokisme. Alors, vous avez raison de dire que c'est une problématique que le wokisme met en avant, mais je vous rappelle quand même que, justement, l'idée d'un racisme systémique, par exemple, qui est en réalité une forme de métaphore du mal agissant dans la société malgré vous. Puisque c'est bien ça, en fait, que revendiquent aujourd'hui les gens comme, je sais pas, Norman Adjari, Ouria Boutelja, etc. L'idée qu'il y aurait un racisme de société. On arrive très vite à dire qu'il y a deux victimes du racisme. La personne qui est discriminée, mais le raciste lui-même, qui en réalité ne fait qu'obéir à un mouvement plus fort que lui, qui est le mouvement d'un racisme systémique dont il n'est absolument pas responsable. Moi, je fais partie de ces gens un peu à l'ancienne, sans doute. Le racisme est un délit, rappelons-le. C'est bien pour ça que je vous dis, je fais partie de ces gens qui luttent contre les racistes et pas contre un racisme immatériel. Je veux qu'on lutte contre les gens. C'est quoi, par exemple, un racisme immatériel ? C'est le racisme systémique, par exemple, qui fait dire à quelqu'un qui était ministre de l'Éducation nationale comme Pape Ndiaye que... Ndiaye, Pape Ndiaye, absolument. Ah, vous ditiez oui, pardon. Si je le prononce mal, je veux Ndiaye. Voilà, vous avez raison. Qui lui fait dire, par exemple, qu'il y a des lois de ségrégation et d'apartheid en France, lorsqu'il évoque, par exemple, la question de la laïcité.
Et que finalement, les gens, en obéissant à un système de loi comme la loi de 1905, rentrent malgré eux dans un système de discrimination, d'apartheid et de séparatisme. Vous voyez que là, en déresponsabilisant en quelque part l'individu et en faisant basculer la faute sur le groupe, le social, comme si l'individu n'existait pas en tant que tel, mais uniquement au sein de quelque chose qui est plus grand, plus fort que lui, c'est presque un discours sectaire, eh bien on en arrive très vite à l'idée que ce n'est pas le raciste le problème, mais c'est le racisme. Et en luttant contre la société, on se dote d'une vertu, d'une morale qui consiste à dire je lutte contre le racisme, mais surtout pas contre les racistes. Et ça, c'est extrêmement dangereux d'un point de vue politique et d'un point de vue social. Sur le racisme, encore une fois, le wokisme aujourd'hui, alors on a le mouvement Quand vous dites le wokisme, par exemple, Frédéric, ouais. À qui pensez-vous? Moi, alors, je pense au courant politique de LFI, moi par exemple. C'est un peu différent, vous ne croyez pas du wokisme tel qu'on en parle depuis le début. C'est-à-dire que les mots du wokisme sont rentrés aujourd'hui dans le discours de l'extrême gauche. Et vous avez parfaitement raison. Et on pourrait revenir par exemple sur ce que vous disiez. Le wokisme ne vient pas forcément des États-Unis. C'est quelque chose qui naît en France et c'est quelque chose qui donne des mots à des courants de pensée qui autrefois étaient peut-être les courants de pensée communistes. Voilà, c'est quelque chose que dira. Alors justement, aujourd'hui, les communistes, et c'est ce qui fait la différence entre un Roussel et un Mélenchon, c'est que justement, Mélenchon va sur une aspiration wokisme, ce qui n'est pas le cas des communistes. Décoloniale. En réalité, ce que vous décrivez, c'est l'aspiration décoloniale des mouvements d'extrême gauche. Qu'est-ce que c'est le décolonialisme? C'est l'idée qu'il y a un groupe de dominants dans le monde et que ces groupes de dominants doivent être combattus à toute force dans tous les endroits où ils dominent. Les blancs dominent sur le reste du monde, les hommes dominent les femmes, tel groupe social domine les autres. Et donc, on voit réinstrumentaliser une lutte subversive contre la politique démocratique occidentale à travers des mots fournis par le wokisme lui-même, qui a ses souches dans un communisme ancien, profond. Et c'est là que le courant de pensée d'origine donc américaine qui dénonce les injustices et les discriminations devient on va dire un retournement de situation de la société et des valeurs. Bien sûr, c'est une aspiration révolutionnaire, subversive, absolument, qui donne des mots extrêmement simples. Et c'est en ça que c'est une grille de pensée morale. C'est-à-dire qu'on y adhère sans y avoir lu, sans l'avoir réfléchi. Ce sont des intuitions, ce sont des bonnes pensées qu'on exprime. Moi, je suis pour les dominés contre les dominants, je suis pour les gentils contre les méchants. Et ces mots de discours qui sont une grille de lecture morale, finalement, donne des éléments de discours très simples à comprendre à des mouvements politiques et engage les gens dans des mécanismes plus forts et plus violents qu'utilisent, je termine là-dessus, des mouvements encore plus subversifs que l'extrême gauche, comme par exemple l'islamisme aujourd'hui, qui utilise les mots du wokisme pour lutter contre la société et la casser de l'intérieur. Xavier Laurent Salvador, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord, avec votre bouquin à paraître Face à l'obscurantisme woke aux presses universitaires de France, que vous avez coécrit avec deux de vos collègues. Merci pour cet éclairage. Dans un instant, les médias. Eh oui, Gilles Gansman, Valérie Expert sur Sud Radio. Nous nous retrouvons demain matin pour la matinale, version passage de 2024 à 2025 avec toute l'équipe. John Rakotozafi, Manu au standard, Amélie Béguin également qui m'aide à préparer cette émission. Dans un instant, les infos de 10h. Bah oui, 10h, ça passe vite, c'est comme ça.